Bien. Bonsoir, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici à Paillot, Genève, Rive Gauche, pour le premier débat 7 à 8 entre la télévision 8 Mont Blanc et 7 Info, site de slow journalisme basé à Fribourg. Ce débat a lieu à l'occasion de la sortie de notre MOOC d'été, 7 MOOC, qui parle exclusivement de la Suisse et dont nous parlerons aujourd'hui plus précisément avec un thème qui est un peu provocateur. Est-ce que la Suisse est un vrai paradis? Et c'est un peu le thème de notre sujet, de notre MOOC en fait, de l'été. Alors, à cette occasion, et pour parler de cette thématique autour de la Suisse, vrai paradis ou faux enfer, à voir ce que nos invités vont pouvoir nous raconter à ce sujet-là, j'ai le plaisir de donner la parole à Claire Odine, qui est auteur, journaliste, et qui a signé également un article dans 7, qui est en fait un extrait de son livre, La Suisse mise à nu. Et justement, on va commencer par vous poser cette question-là. La Suisse mise à nu, est-ce que c'est justement une forme de comment dire, introspection d'un paradis ou qu'est-ce que vous avez découvert en mettant la Suisse à nu dans ce livre? Euh, bon, j'étais motivée par, après mon travail de journaliste ici en Suisse sur 10 ans, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis la Suisse et les Suisses, et puis que beaucoup de ces préjugés, de ces stéréotypes sont négatifs. Alors, bien que la Suisse a la grande fortune d'être un pays si beau, si riche, avec tellement de succès, il y a quand même, c'est pas facile d'être l'enfant riche de l'Europe. Il y a quand même un sentiment un peu, on est Jalousé presque, mhm, oui, oui, oui. mhm. Mais c'est pas, il y a peut-être aussi une faute sur la côté suisse. Alors j'ai pensé de prendre ces 10 stéréotypes pour les étudier plus profondément et puis regarder qu'est-ce que je peux découvrir. Est-ce qu'il y a de la vérité derrière? C'était quel stéréotype rapidement? Je prends la Suisse est riche, les Suisses sont ennuyants, euh, les Suisses ont aidé les nazis, les banquiers sans scrupules, les Suisses sont brillants, les Suisses ont le meilleur démocratie du monde, etc. Etc., etc. Enfin, le bouquin est passionnant et l'extrait qu'on en a tiré est vraiment remarquable puisque c'est un sujet sur les Suisses sont brillants et vous expliquez pourquoi ou comment ils le sont peut-être par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Maintenant, Pascal Vandenberg, le PDG de Payot SA, qui nous accueille aujourd'hui. Merci de nous accueillir pour ce premier débat 7 à 8. Alors, votre avis sur déjà la Suisse, c'est un paradis du livre, déjà pour vous. Et puis après, on parle un petit peu de ce que vient de dire Claire. La Suisse, elle a beaucoup de choses pour être un paradis pour le livre et pour les libraires. Parce qu'il y a un niveau culturel et social qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays. Il y a un attachement au livre, à la lecture, qui fait que la Suisse romande aujourd'hui a un niveau de lectorat à peu près 2 fois supérieur à la France, quand même. Mhm. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont très favorables. Il y a aussi beaucoup de grandes entreprises, d'institutions internationales, donc qui amènent aussi une clientèle lectrice a priori. Mais il y a un peu la conséquence de ce que disait Madame, le côté enfant riche de l'Europe, avec un niveau de vie très élevé, des prix très élevés, et effectivement une problématique de différence de prix avec nos voisins français qui, effectivement, l'épine dans le pied de l'ange au paradis, quoi. C'est un petit peu un enfer quand, au niveau des prix, hein, si on peut le dire comme ça. Oui, enfin bon, après, on s'habitue à la chaleur de l'enfer, hein, je pense, au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on trouve aussi des ventilateurs, quoi, où on essaye de trouver des parades, et en tout cas, ça nous oblige à être bien meilleurs. C'est-à-dire que le libraire suisse qui se dit, euh, je- comment dire, je fais comme les autres, ben il meurt. Voilà. Mhm. Euh, il faut qu'on trouve des choses différentes pour nos clients
pour qu'ils aient envie d'acheter des livres qui sont plus chers qu'à quelques kilomètres de ce magasin ou d'un clic sur Internet. Et en même temps, c'est pas mal parce que ça fait monter le niveau. Et je lis évidemment la presse professionnelle du monde du livre, et puis quand je vois des articles sur ce que devraient faire les libraires pour l'avenir, etc., à chaque fois je me dis, ça on le fait déjà, c'est bon. C'est sans prétention, mais c'est parce qu'on est obligé. Par rapport à la France, qui a un prix unique, prix réglementé, j'ai dit, et ça a beaucoup choqué dans le monde de l'édition, que le prix unique, finalement, c'était un oreiller de paresse pour les libraires, parce que la concurrence, elle se joue sur quoi? Sur un élément, elle ne se joue pas, c'est le prix. Et donc, quand il faut compenser un prix plus élevé, il faut être un peu plus malin et plus imaginatif et puis plus créatif. Ça passe aussi par le conseil, ça passe aussi par des beaux magasins, ça passe par une offre, ça passe par des services, ça passe par une qualité, ça passe par des compétences, ça passe par beaucoup de choses qui font que le client doit, je dirais, en avoir pour son argent de manière triviale. Justement, ici, c'est un bon exemple. Je crois que c'est la plus grosse librairie nouvelle, quasiment d'Europe, c'est juste? Oui, en disant que quand on a fait ce magasin qui a ouvert il y a maintenant un peu plus de 3 ans, en mars 2015, voilà, j'ai dit, qui ouvre encore des librairies de 1500 mètres carrés en Europe? À part moi, pas grand monde, je dois dire. Voilà. C'est un écrin superbe pour le livre de Claire, justement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que autour de la table, là, on a deux néo-suisses. Oui. Puisque vous avez, Claire, vous êtes d'origine irlandaise, Pascal, vous êtes français d'origine. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir suisse, en fin de compte, Claire? C'est le paradis, justement? Oui, mais c'était compliqué pour moi quand même, parce que je pense qu'on oublie que comme immigrante ou immigrant, qu'on perd quelque chose. On quitte son pays et puis on perd tout ça. Les racines, la famille, tout ce qu'on a construit, une vie, ça disparaît. Bon, c'est toujours là, mais c'est dans une autre réalité presque. Alors, aussi de changer de nationalité, c'est quand même quelque chose de profond. Pour moi, c'était comme ça. Alors, j'ai hésité longtemps et c'était aussi un peu un défi de me voir comme une Suissesse. Ça, c'est peut-être aussi à cause de ces stéréotypes. Est-ce que je veux adopter et porter tous ces stéréotypes avec moi partout? Mais il y a aussi le côté pragmatique des Suisses, et puis surtout question de politique. C'était important de moi, je pouvais plus voter en Irlande, alors voter ici était très important, et en plus j'ai des enfants suisses et je veux pas être la seule qui reste sur l'île quand le hélicoptère vient pour sauver les Suisses, quoi. Bon, c'est rarement le cas, hein. On a très peu d'hélicoptères pour les sauver des gens sur les îles. Pascal, une question s'est posée un peu différemment parce que je me sens pas déraciné en fait. Je suis plutôt un enraciné qu'un déraciné, c'est-à-dire je me sens pas attaché, je suis de là où je me trouve. C'est-à-dire j'emmène mes racines avec moi si vous voulez. Et puis d'un autre côté, c'était une évidence très tôt. Alors, à l'inverse, j'ai pas hésité. Dès que je suis arrivé en Suisse, que je me suis installé, que les choses ont commencé à se faire, je me suis dit, dès que je pourrais demander la nationalité, je le ferai. Je l'ai fait. Je vis ici, je travaille ici, je dirige une entreprise suisse, je paye mes impôts ici. Je trouve que c'est normal à un moment donné de dire, ok, je franchis le pas, on ne peut pas être gastarbeiter toute sa vie. Je trouve que c'est mieux. Et puis c'est aussi, je trouve que, voilà, bon, je m'exprime dans les médias, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Pendant toutes les années où j'étais pas suisse, il y a des tas de sujets que je m'interdisais d'aborder. Parce que je trouve que quand on est un étranger, on est accueilli. On a un devoir de réserve par rapport à ce pays, sur le plan social, sur le plan politique. Je ne me permettais pas de commenter un certain nombre de choses parce que j'étais un étranger vivant en Suisse. Et le fait de devenir suisse m'autorise finalement à intervenir dans le débat public, aussi sur des sujets suisses. Et pour moi, c'est un élément important. En plus du droit de vote, évidemment. Sujet politique aussi, hein, il y avait eu tout un débat sur le prix du livre à l'époque. Oui. Enfin, il y a plein de... Puis là, je me bats sur pas mal contre la Poste, sur le sujet Amazon La Poste, et je trouve que je suis plus légitime encore en étant suisse sur ce sujet, même s'il concerne l'économie uniquement, mais c'est aussi un sujet politique. Et je pense que pour être légitime, c'est bien à un moment donné de franchir le pas. Et puis de toute façon, moi j'ai racheté l'entreprise il y a 4 ans. Donc voilà, je suis définitivement en Suisse, autant marquer le coup par un ancrage vraiment.
Donc un geste plus que symbolique. Pour vous, Claire, ça veut dire aussi, est-ce qu'on change aussi, sa propre image change là, quand on rentre chez soi, là, vous m'avez dit que vous étiez rentré hier d'Irlande, où apparemment il ne pleut plus mais il y a des canicules. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous êtes une autre Irlandaise ou devenue une Suissesse? Enfin, quel regard on a par rapport à vous? Est-ce qu'il y a un autre regard sur vous d'ailleurs? Oui, c'est peut-être que je suis devenue un peu critique sur mon pays d'origine parce que je vois quelque chose que j'admire beaucoup en Suisse. C'est il y a une espèce d'égalité ici très évoluée et que par contre dans beaucoup d'autres pays on accepte l'inégalité comme la norme. On accepte que chaque enfant ne va pas avoir le même niveau de formation ou des mêmes opportunités. On accepte que certains gens doivent attendre pour aller à l'hôpital, mais les autres pas. Et j'apprécie beaucoup que c'est toujours un peu comme ça en Irlande. Et j'apprécie qu'ici, on est on est quand même conséquent avec ces droits fondamentaux. Alors il y a ça, mais je pense que on a une relation avec un pays. C'est comme une relation avec une personne. Et il y a des phases différentes. Et j'avais mon honeymoon phase et maintenant je suis contente avec mes pantoufles sur le canapé en Suisse. D'accord. Et le bouquin, c'est une manière aussi d'interroger cette nouvelle identité en fin de compte? Oui, certainement. Et comme Pascal a dit, maintenant j'ai plus le sens d'avoir une voix en Suisse, que j'ose m'exprimer, que je peux avoir des opinions et comprendre et représenter aussi quelqu'un entre les deux, entre étrangère et Suisse. D'accord. Et là, quand dans le MOOC, on commence à parler de sujets comme le fromage des morts, ça vous interroge aussi sur cette identité helvétique, ce fromage qu'on fabrique en gros à son mariage et qu'on va manger en gros au moment où la personne est décédée? Qu'est-ce que ça vous dit ça? Ça, c'est le je ne connais pas du tout cette tradition, mais ça ne m'étonne pas parce que il y a tellement... C'est fou combien de traditions on a en Suisse. Et aussi le plaisir de vivre ces traditions. On a le rababou à Fribourg, par exemple. Ici, on peut peut-être au maximum être expert de son canton, mais pas tous les cantons. Est-ce que vous saviez justement qu'à Fribourg, puisqu'on est les deux du canton de Fribourg, il existait des vikings, des jeunes fribourgeois, tous les week-ends se transforment en vikings dans les forêts de Villars-sur-Glâne? Je ne savais pas. Alors mais vous allez le lire dans le MOOC? Je vais le lire, mais je savais qu'il y avait des Highland Games à Fribourg, oui, style écossais. En Suisse alémanique, ouais. Oui. Ouais, là, on fait la totale, on a des bûcherons et on porte le kilt. Le kilt, ça, c'est pas une tradition suisse, mais hein. au niveau de l'histoire qui vous a marqué là sur le MOOC, vous me parliez de la fille de Staline, là, ça vous a un peu surpris cette histoire-là? Oui, bon, je savais qu'elle était passée par la Suisse. J'ai trouvé ce personnage aussi assez intéressant dans son parcours, de ce que j'en sais. Puis bon, voilà, après il y a un drame familial derrière, le suicide de sa mère, enfin, voilà, il y a toute une histoire derrière. Et j'ai pas lu, je l'ai reçu ce matin, mais je vais lire notamment cet article-là qui m'a l'air assez copieux en plus, qui mène une enquête assez approfondie. J'ai vu qu'il y a des reproductions de documents aussi originaux. Totalement, ouais. Bon, moi je m'intéresse beaucoup à cette période. La Deuxième Guerre mondiale, et après, quoi, ses conséquences. Ouais. Ok, très bien. Je crois qu'on va changer simplement de plateau, puisqu'on a deux autres invités qui vont nous rejoindre. Merci. Claire d'être venue, et merci Pascal de nous avoir invités ici et nous permettre d'enregistrer ici. Je demande à Clément Grandjean de nous rejoindre et Fabricio Calvi. Alors, je ne sais plus où on devait vous poser, où deviez vous installer, mais enfin, je sais pas. Clément donc s'installer à ma gauche et Fabricio s'installe à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Je vous sens tendu là. Non, non, oh là. Bon, Clément Grandjean, vous avez un nom de scène en fait de dessinateur. C'est Marcel G. C'est Marcel juste. G. Alors, c'est juste mon deuxième prénom, donc c'est pas non plus extrêmement. Oui, mais pourquoi Marcel G et pas Marcel Grandjean ou...
D'abord parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Clément Grandjean, comme moi, qui fait de la bande dessinée aussi. Et j'ai oublié de préciser que c'est vous l'auteur de la bande dessinée sur l'histoire du fromage des morts, Du fromage des morts, voilà. dont nous Donc avions parlé tout à l'heure. Un BD reportage. Bah, voilà, déjà un homonyme qui faisait de la bande dessinée, et puis sans doute aussi un petit peu ce petit plaisir de brouiller un petit peu les pistes, et puis de vouloir aussi distinguer mon activité de journaliste classique de cette activité d'illustrateur pour des récits graphiques, histoire qu'on arrive à s'y retrouver là-dedans. D'accord. Donc c'est un nom de scène. Parce qu'en fait, en gros, vous êtes journaliste, photographe, illustrateur. Qu'est-ce que vous faites encore Voilà, c'est justement déjà dans pas mal de dans choses. une rédaction, vous faites les cafés aussi. Il faut tout savoir faire. Il faut tout savoir faire dans ce métier. Donc parce qu'en fait, vous travaillez pour Terre et Nature. Voilà, précis, journaliste pour Voilà. Terre et Nature. Exactement. Et puis des projets, par exemple de journalisme graphique sur mandat ou pour d'autres médias. Alors on en parlera tout à l'heure. Fabrizio Calvi, alors ça, c'est un monument de Sète. Fabrizio qui est un autre spécialiste notamment de la mafia, CIA, des histoires d'espionnage, enfin, qui nous fait l'honneur et le plaisir de publier à la fois sur le site 7.info et puisqu'on reprend les meilleures histoires du site sur le MOOC, cette MOOC. Alors je vais vous poser la question directement. Vous aussi, vous êtes un néo-suisse. C'est pourquoi? Parce que vous êtes venu suisse, parce que c'est justement le paradis, ce pays. Enfin, vous êtes aussi un Français d'origine, passé par un l'Égypte néo-suisse, mais je suis un citoyen du monde, donc moi je bouge, je voyage, mais comme le directeur de Payot, mes racines sont avec moi. J'ai passé toute mon enfance en Suisse, j'ai passé, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, peut-être 20 ans. Vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, j'aurais hurlé de rire. Quand j'étais gamin, j'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir de Suisse. Et puis Pourquoi brusquement, Pourquoi parce que c'était un autre pays. aussi. C'est plus le même pays. C'est pas le pays que j'ai connu dans mon enfance. Dans mon enfance, c'était un pays, je dirais, étriqué, qui bougeait pas beaucoup. Et là, brusquement, je me suis retrouvé dans un pays, un petit pays cosmopolite, peut-être une petite ville de province cosmopolite, qui bougeait avec plein d'activités. Il se passe tout le temps quelque chose. Ben voilà, le MOOC, le site internet, tout est possible. On fait des essais, on fait des expérimentations. Ça marche pas, ça marche pas. Énormément d'étrangers, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Donc il y a une espèce c'est une espèce de chaudron qui n'a plus rien à voir avec la Suisse que j'ai connue, d'où ce désir de rejoindre complètement ce pays d'une certaine manière et qui permet de boucler la boucle, quoi. C'est la fin d'un cycle en fait. Donc vous avez passé l'examen, comme retourner à l'école pour passer un examen J'ai pour devenir passé suisse. l'examen. Alors heureusement, j'étais pas à Nyon où c'est pratiquement impossible, rédhibitoire vu le type de questions. J'étais pas non plus à Puy où il y a 3 ans d'attente. J'ai eu la chance d'être dans une petite ville très agréable et tout à fait charmante où il y a un accueil très bienveillant. Venant de Paris, j'ai pas l'habitude de me promener dans une ville avec chaque personne qui vous croise, vous salue, vous dit bonjour, mais vraiment sincèrement. Donc il y avait un côté un peu exotique au début, et puis après tout, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que j'ai rejoint un paradis? Est-ce qu'il y a des paradis sur Terre? J'en sais rien. Mais je sais que j'ai rejoint un pays qui me correspond, et en tout cas qui me correspond beaucoup plus que la France aujourd'hui, ça c'est clair. C'est intéressant ce que vous dites parce que le travail d'Elsa Guillet, la photographe dont on publie le portfolio dans le MOOC, revient aussi sur ce clair-obscur. Hein. Son portfolio s'appelle Riviera Paradise, où justement elle interroge cette Riviera, d'où elle vient, qui passe pour un paradis, mais un paradis aussi avec justement son clair-obscur. Donc le travail photo est juste extraordinaire. Et pour la petite histoire, c'est une jeune fille qui a gagné le prix photo de Sète qu'on met en jeu chaque année pour les moins de 30 ans. Donc là, malheureusement, je pense que vous êtes un peu trop âgé, ou plus ou moins. Ça peut passer encore pendant quelques mois. D'accord, alors il faut se dépêcher pour l'année prochaine. Mais j'ai cru voir qu'il y avait un appel à contribution. Ouais. Alors dépêchez-vous. Ça reste 2018. Hein. Alors justement, revenons sur votre travail, moi qui m'a soufflé sur le fromage des morts.
vous arrivez qu'une histoire, et pourtant ça fait longtemps que je me balade en Suisse, j'ai l'impression de connaître beaucoup de choses sur la Suisse que je ne connaissais pas. Comment vous êtes tombé sur cette histoire de ce fromage des morts? Ça, c'est sans doute la magie de ce travail que je fais au quotidien à la rédaction de Terre et Nature, où on peut le dire, à peu près tous les jours sur le terrain. Et puis, alors vraiment, on va typiquement dans ce genre de vallée, comme le Val d'Anivier, à la rencontre des gens et du terrain. Et puis, tout d'un coup, c'est là qu'il y a des pépites qui sortent, quoi, des sujets qu'on note au détour d'une phrase. Au fil des années, j'ai un petit calepin où je note les idées d'articles qui me viennent, et puis il commence à bien se remplir. Il y a plus d'idées que de temps pour les faire. Et puis cette histoire-là en est une, et puis c'était évident qu'il fallait en faire quelque chose, parce que c'est vraiment à la fois ultra ancré dans un petit point sur la carte, puisque ça se limite à une vallée du Valais, et puis terriblement exotique, quoi. Et universel, hein, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de ce sujet en me disant, mais tiens, c'est étonnant le rapport à la mort, justement, qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver dans, je sais pas, la société balinaise, par exemple, on arrive à sortir les morts, à les laisser sécher au soleil, même après 20 ans, quoi. Ici, c'est un autre rapport, c'est le fromage. Mais en même temps, il y a cette idée aussi, hein, de prolongement d'une œuvre après la mort, j'allais dire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très troublant, parce qu'il y a des choses, ce que j'évoque dans le récit, qui font penser au pharaon qu'on enterre avec de la nourriture ou avec des habits, en prévision de la vie d'après. Et puis c'est très surprenant de voir qu'on fait ça aussi chez nous, quoi. C'est pas très catholique, cette histoire-là. C'est soit pas très catholique, soit ultra catholique, ou c'est une espèce de mélange. C'est intéressant, parce que quand on parle de paradis, la question du paradis est présente en filigrane dans ces questions-là. On a cette idée que le mort va devoir monter au paradis, et que parce qu'il va devoir monter au paradis, qui passe par la montée sur la montagne et par le glacier, il faut qu'il ait des bonnes chaussures, il faut qu'il ait un petit peu de fromage avec lui dans son cercueil, un petit peu de vin bien sûr aussi, pour tenir le choc, et puis faire cette longue marche vers le paradis avec le cortège des morts du village. C'est quelque chose d'assez fascinant. Est-ce que les habitants vous ont parlé facilement de cette tradition? Oui. Oui. C'est vrai qu'un sujet comme ça, on ne sait pas forcément si ça va être facile d'accès ou pas, mais oui, content qu'on s'intéresse à une tradition comme ça, content de pouvoir montrer qu'elle est encore vivace, content de pouvoir me faire entrer dans la cave où on a, voilà, un de mes interlocuteurs m'a sorti son fromage, quoi, qu'il a mis de côté et dont il sait qu'il sera mangé à l'apéritif qui suivra son enterrement. Alors voilà, il me l'a montré avant de le remettre en sécurité, hors d'atteinte des rongeurs, sous le plafond de la cave. Il m'a aussi fait goûter un autre fromage qui n'était pas le fromage de mort de quelqu'un, mais un fromage de 1946, sauf erreur, qui garde aussi pas vraiment le goût de fromage. Il y a une transformation chimique de saponification qui s'opère sur le fromage, qui reste très longtemps en cave, ce qui fait que ça a tout bêtement la texture du savon, d'un bon bloc de savon, et dans le goût il y a aussi quelque chose, un mélange entre le savon et la vieille croûte de fromage. Ouais. C'est assez puissant. D'accord, pas très agréable. Ça vous donne pas envie de mourir, disons. Non, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. De repousser le moment, ouais, en tout cas. Ouais. D'accord. Fabrizio, vous êtes un des grands spécialistes, si ce n'est un des meilleurs spécialistes, on va dire, des questions de mafia. Et nous, on travaille souvent sur ces questions-là, notamment en ce qui concerne l'étranger. Je voulais vous poser cette question concernant la Suisse. Est-ce que la Suisse est un pays, une forme de paradis aussi pour les mafias? C'est un autre sujet que celui des fromages des morts. Enfin, parfois. Je crois que ça peut le parfois, il y a la mort et puis le côté un peu exotique et un peu bizarroïde de la chose. C'est le paradis et c'est devenu l'enfer. Alors, ça a toujours été le paradis. La Suisse a toujours été, ou disons jusqu'en 2000, jusqu'au 11 septembre 2001, la Suisse a toujours été une terre d'accueil pour l'argent, sans trop se poser de questions, si bien que se mélanger dans une espèce de zone grise, aussi bien l'argent des mafias que l'argent des fraudeurs fiscaux actifs, que l'argent de ceux qui ont hérité d'une somme et qui ne l'ont pas déclaré à leur fisc d'origine. Donc tout ça se mélangeait dans une espèce de zone grise et était toléré. Et puis brusquement, il y a eu le 11 septembre, on s'est aperçu effectivement de l'importance de l'argent
l'argent et du financement pour les organisations criminelles. Donc je fais un espèce de melting pot dans lequel on mettrait Al-Qaïda, la 'Ndrangheta, la mafia. Donc ça revient à peu près au même. Et donc on a commencé à traquer l'argent sale. Le problème, c'est que on est tombé surtout sur les petits fraudeurs. Donc pour eux, c'est devenu un enfer. Sur les petits mafieux ou sur les mafieux qui ont été découverts, pour eux, c'est devenu effectivement un enfer et leur marge de manœuvre s'est réduite. Mais maintenant, pour les grands fraudeurs qui ont, mettons, plus de 10 millions de francs à dissimuler, il y a des aménagements, même légaux, qui ont été faits, qui permettent et qui encouragent d'une certaine manière la fraude. Et puis, même chose pour les fraudeurs fiscaux et puis pour les mafieux. Donc, d'une certaine manière, c'est un paradis qui est en train de disparaître avec de la part des Suisses un début de prise de conscience. Un début de prise de conscience qu'on a raconté dans 7, par exemple, avec l'histoire totalement incroyable et hallucinante d'un des plus grands infiltrés de la police mondiale à l'intérieur des mafias. Il se trouve que c'était la police suisse, c'est la police du Tessin, puisque je parle de Fausto Cattaneo, dit Tato, qui a pendant des dizaines d'années infiltré la mafia et qui finalement est tombé ou a une sorte d'échéance à partir du moment où il a voulu s'attaquer aux protections politiques, aux protections policières et aux protections judiciaires de la criminalité organisée. Donc, mais ça a été un début de conscience, de prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui les choses sont petit à petit en train de bouger. Encore que, on découvre des présences de mafia un petit peu partout, aussi bien des Albanais que des Nigérians, que des Calabrais dans certaines vallées du Tessin. Donc c'est d'une certaine manière, oui, c'est toujours un paradis pour les mafias. On a aussi des Afghans, on a des Iraniens, enfin disons que c'est, je parle même pas du Hezbollah aussi, enfin si tant est que le Hezbollah on peut se le considérer comme une mafia, mais disons qu'on a effectivement un pays qui est assez ouvert à tous ces mouvements, j'allais dire, informels, d'économie informelle. Ce pays a un petit peu tout pour plaire aux mafias. Il y a le fait que c'est une confédération, donc il y a plusieurs États différents, donc on peut en jouer, pas autant qu'aux États-Unis, mais on peut en jouer. Jusqu'à peu, il y avait le secret bancaire, et donc là c'était très facile à partir du moment où il y avait le secret bancaire, où les banquiers de toute manière incitaient à ce secret, c'était très facile effectivement de recycler et de blanchir de l'argent. Et puis les choses se sont durcies à partir du 11 septembre en Suisse, en tout cas, et puis même au niveau international, et là c'est devenu un petit peu plus difficile, mais il faut savoir que la criminalité organisée a toujours 1, voire 2, voire 10 coups d'avance sur nous, en tout cas sur la police, et que à l'heure des échanges automatiques d'informations, maintenant le système de blanchiment est devenu de plus en plus perfectionné et de plus en plus subtil. Donc on va passer par des avocats, on va faire des opérations immobilières un petit peu compliquées, qui fait que on va pas être obligé de le déclarer forcément aux différentes polices. Par contre, la véritable nouveauté, c'est que quand les polices, par exemple les polices italiennes, tombent sur des mafieux et demandent la coopération de la justice suisse, là ça marche très bien. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Ce qui était un peu plus difficile il y a encore quelques années. Alors c'est peut-être l'occasion aussi d'une bande dessinée, parce que le reportage ou le sujet sur Tato, en fait, c'est une bande dessinée, c'est un texte, mais avec des dessins qui permettent de prolonger et d'illustrer l'enquête. C'est peut-être l'occasion aussi d'avoir un travail en commun. Ça vous intéresserait, vous, de travailler sur une bande dessinée autour de la mafia ? Ça me semble un défi assez passionnant. Ouais. Ce qui est certain, c'est que la bande dessinée et l'illustration au sens large est un excellent moyen d'aborder des sujets sensibles. Si on reprend cet exemple du fromage comme exemple qui illustre ça, c'est
des sujets qui sont un peu lourds quand on parle de la mort, quand on parle de... Enfin voilà, quelqu'un va vous parler de son propre enterrement à venir. Pour des sujets un peu sensibles, un peu lourds, c'est vrai que sortir un calepin et un crayon, c'est beaucoup moins intrusif que de débarquer avec une caméra à l'épaule, avec un gros appareil photo, avec un enregistreur. On a quelque chose qui fait que le contact se crée assez facilement pour le travail de terrain. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Bah, écoutez, c'est un projet qu'on va pouvoir mettre en route. De toute façon, vous les retrouvez, les sujets de Clément et les sujets de Fabrizio sur le site 7.info. C'est nos caractéristiques. Et ensuite, et là, vous pouvez les acheter au prix que vous voulez. D'ailleurs, je le confirme, je vous l'explique parce que c'est parfois un peu... comment dire, c'est une technologie tout à fait innovante, mais qui est parfois qu'il faut expliquer. Et puis ensuite de ça, vous les trouvez sous forme de papier dans le MOOC. Cette MOOC qui sort 4 fois par année, donc à trouver dans les meilleures librairies, notamment chez Payot, en France aussi, en Belgique, mais essentiellement en Suisse. Donc, et sur notre site internet si vous voulez le trouver. Donc voilà, c'est un projet qu'on va pouvoir monter effectivement. Fabrizio et Clément, on va en discuter tout à l'heure. Il faut l'intérêt, et moi ce qui me passionne par exemple dans SET, mais dans d'autres MOOC, hein, on parle de SET, on peut parler d'autres MOOC, mais bon, il se trouve que je travaille pour SET, SET est le MOOC de référence en Suisse, mais c'est cette possibilité d'explorer des territoires qui n'ont pas été explorés jusqu'à présent. Et c'est vrai que bon, la mafia, moi j'ai beaucoup écrit dessus, j'ai fait 3-4 livres dessus, peut-être plus, une vingtaine de films, et les films, à un moment, je me suis arrêté parce que je me suis heurté, je dirais, au mur de la fiction. C'est-à-dire, je suis arrivé au moment où, dans les documentaires que je faisais, il fallait que je montre les mafieux. Il fallait les montrer. Et la seule manière que j'arrivais de les montrer, c'était les images de policiers. Mais ce n'est pas suffisant. Ce sont des images, de toute manière, qui ont été faites pour des enquêtes, pour des tribunaux. Et donc ça ne suffit plus. Donc maintenant, il faut passer un petit peu, donc tant que des parrains n'accepteront pas qu'on mette des caméras chez eux, alors il y a 1 ou 2 films de confrères qui sont arrivés à rentrer, ils sont rentrés avec des policiers par exemple pour filmer, donc on voit l'intérieur d'un mafieux, on voit le mafieux, comment il se passe, comment il réagit, mais encore une fois, c'est dans une circonstance extraordinaire. Alors, parfois, chez les Russes, il y a des surprises très agréables, mais chez les Italiens sur lesquels je travaille, on sait énormément de choses. On sait comment ça se passe en famille, les rapports, on peut faire des dialogues, on peut les écrire, mais on ne peut pas les montrer, on ne peut pas les filmer. D'où le recours à la bande dessinée qui est tout à fait passionnant. Alors justement, ça, c'est une des caractéristiques effectivement de SET, c'est de travailler sur les nouvelles formes de narration au niveau du journalisme. Hein. Nous, on s'est fait la spécialité dans le slow journalisme. Alors bon, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir sur le site 7.info, sur 7 MOOC également, 4 fois par année, 200 pages de journalisme 100% zéro fake news, on va dire ça comme ça. De pur bonheur. De pur bonheur pour certains, effectivement, et de dessins, de nouvelles narrations. D'histoire, quoi, des histoires. D'histoire également. Et puis après, on a, et ça c'est... Une petite chose que je peux dire sur ce sujet qui est passionnant aussi, qui est 7, c'est la réalité augmentée qui permet justement d'aller plus loin, de découvrir en scannant des pages, des contenus multimédia et qui permettent d'approfondir une narration et un récit. Donc voilà, on est au bout de notre débat qui est passionnant, mais voilà, on parlera encore des heures, je pense, autour de cette table. Mais là, voilà, on arrive au bout de notre débat sur la Suisse est-elle un vrai paradis. Alors c'était un peu le propos de cette première rencontre 7 à 8 en coopération entre 8 Mont-Blanc et 7.info chez Payot, ici Payot Genève, rive gauche. Merci encore à eux de nous avoir invités. Merci à Fabrizio, à Clément, à Claire et puis à Pascal d'avoir participé à ce débat. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion, j'espère à tout bientôt. Et entre deux, lisez, investissez dans le journalisme. Et c'est finalement le meilleur moyen pour sauver ce métier qui est en crise. C'est vous les lecteurs. Donc profitez de nous, achetez-nous. C'est le meilleur moyen d'acheter le journalisme, c'est d'acheter des médias. Et puis à très bientôt.